Pour savoir si une eau de mer est propre ou pas, on s'en remet au célèbre pavillon bleu. Mais peut-on s'y fier vraiment? Pour le savoir, nous nous sommes rendus sur la côte atlantique et vous allez voir que même avec la meilleure volonté du monde, il n'est pas facile de garantir une eau de mer propre en permanence. Nous sommes sur la côte basque, le royaume du surf. C'est une région où il pleut beaucoup. Les risques de pollution des eaux de baignade sont donc plus grands que sur les autres côtes françaises. Ici, les surfeurs sont particulièrement concernés. On est arrivé même à se dire ah non, on va pas à l'eau, c'est trop dégueulasse aujourd'hui. Alors est-ce que c'est normal Pour nous qui sommes habitués à surfer dans ces conditions depuis 10, 15 ans, 20 ans pour certains, c'est pas hyper grave parce qu'on est plus ou moins immunisé, quoi. Par contre, pour les gens qui arrivent l'été pour venir en vacances ici, bon, ça peut devenir plus grave, quoi. Caroline Atnaniat est porte-parole des surfeurs mécontents de la qualité de l'océan. Comme beaucoup d'entre eux, elle appartient à la fondation Surfrider. Cette association décerne les pavillons noirs, des labels négatifs attribués aux communes dont les eaux sont de piètre qualité. Toutes les communes de la côte basse sont effectivement pavillon noir parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'assainissement. Il y a des stations d'épuration qui sont sous-dimensionnées et notamment quand il y a des orages, ça déborde. Et quand les stations d'épuration débordent, cela signifie que les eaux usées se déversent dans la mer. La fondation Surfrider a effectué des relevés à la sortie de ce déversoir. On a des résultats d'analyse qui montrent donc des concentrations largement supérieures à ce qu'il faudrait trouver par exemple pour des eaux de baignade. Mais nous, ce qu'on voudrait surtout prouver, c'est que cet égout il est parasité par des eaux usées et qu'il faut faire des travaux le plus vite possible. Parce qu'il y a un petit ruisseau là qui coule, il y a des enfants qui jouent dedans en été, on peut les voir et c'est dangereux, donc ça va pas. Nous avons rencontré ceux qui gèrent le traitement des eaux de ce déversoir. Les analyses justifieraient largement la fermeture de cette plage, car les résultats montrent une concentration bactérienne 5 fois supérieure au maximum autorisé. Face à ces chiffres, c'est toujours la même réponse. Les orages sont les grands responsables. Elle n'a pas 10 000 coliformes tout le temps. Elle a 18 000 coliformes après les événements pluvieux qui font déborder les eaux usées dans ce ruisseau. Voilà pourquoi, en cas d'orage, le laboratoire fait la course contre la pollution. Ici, grâce à un nouveau procédé, les résultats sortent en seulement 8 heures contre 36 heures ailleurs. Un contrôle qui s'ajoute aux analyses de l'État et qui permet, presque en temps réel, de connaître la qualité de l'eau. Des travaux ont été promis, ils conduiront les eaux usées vers une station d'épuration. Mais rien avant l'année prochaine, cet été, en cas d'orage violent, la seule solution sera d'interdire la plage. Pour éviter la grogne des estivants, les villes les plus importantes comme Biarritz construisent de gigantesques bassins de rétention d'eau. Et les bassins de rétention sont situés à 17 mètres sous nos pieds, ici, le fond du bassin. Christophe Landrin gère 4 bassins de 10 000 m3 d'eau enterrés sous la plage. Ici, en cas d'orage, les eaux usées et les eaux de pluie sont stockées avant d'être acheminées à la station d'épuration. Mais un gros orage peut remplir un bassin comme celui-ci en moins d'1 heure. Une fois que les bassins sont remplis, c'est-à-dire quand ils arrivent à la côte de 9 mètres ici, les vannes se ferment et on a des déversoirs d'orage qui permettent de libérer l'eau qui est en surcharge dans le réseau et de l'envoyer dans le milieu naturel. Mais ces eaux-là sont beaucoup moins polluées, elles ne sont pas polluées, c'est des eaux de pluie. Toutes les eaux polluées ont été stockées dans les bassins avant. Mais toutes les villes ne sont pas capables de s'offrir de telles infrastructures. Baigneurs et surfeurs continuent donc de patauger dans des eaux souillées. En 1993, une enquête réalisée durant l'été avait révélé 620 pathologies liées à la baignade. Alors, aujourd'hui, parmi les surfeurs, la douche est devenue un geste incontournable. Ah, il faut ça, hein, parce que dans les oreilles, ça peut s'infecter. Il y a les otites et tout. Un petit coup comme ça, d'eau douce, et c'est reparti pour un tour la prochaine fois, quoi. Mais pour certains, la douche n'est pas suffisante. Un kit médical de soins et d'hygiène est indispensable. Donc là, j'ai une solution nasale, en fait. Ça permet de fluidifier toutes les muqueuses nasales. J'ai une solution auriculaire. Je dirais que si tu sens que tu as une douleur, au lieu que ça s'infecte, que ça démarre le lendemain matin, que les germes s'y développent. Et tu t'en sers vraiment? Bah ouais, des jours comme aujourd'hui où il y a une pollution bactériologique assez importante, il vaut mieux l'avoir sur soi, quoi.
Aujourd'hui, officiellement, 95% des plages françaises revendiquent une eau de baignade de bonne qualité. Mais ce chiffre est controversé. Même sous label pavillon bleu, il peut arriver que l'eau de mer ne soit pas irréprochable. Il faut donc éviter les plages surpeuplées et les baignades les lendemains d'orage. Une précision tout de même, selon le moment de la saison et l'heure à laquelle les prélèvements d'eau de mer sont effectués, les analyses peuvent donner des résultats totalement opposés. En avril 86, le panache radioactif issu de la centrale de Tchernobyl passe à 2 reprises au-dessus de la France. L'iode et le césium radioactif qu'il contient se déposent sur notre sol, une contamination dont les traces sont encore bien mesurables aujourd'hui. Cette contamination a-t-elle un impact sur la santé des Français ? 10 victimes de cancer de la thyroïde, épaulées par des associations, en sont certaines. Y a-t-il vraiment un lien entre ces cancers et le nuage de Tchernobyl ? Palais de justice de Paris, le 5 octobre dernier. 200 malades de la thyroïde sont venus déposer une plainte. Ils accusent la catastrophe de Tchernobyl d'être à l'origine de leur maladie et dénoncent le laxisme des autorités françaises de l'époque. Laetitia n'a que 23 ans et pourtant, elle a déjà été opérée d'un cancer de la thyroïde. Un cancer très rare pour une jeune fille de son âge. Je me suis fait opérer, j'avais 17 ans, donc c'est jamais très facile quand on est jeune d'assumer tout ça. J'ai passé 9 heures sur un bloc opératoire. Merci Tchernobyl et merci la France de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Merci. Alors que l'Allemagne a eu les médicaments et tout le reste. Et nous, rien. Laetitia n'est pas la seule. Depuis une vingtaine d'années, l'incidence des cancers de la thyroïde a triplé en France. Mais les retombées de Tchernobyl en sont-elles vraiment la cause ? Le 26 avril 1986, l'un des réacteurs de la centrale de Tchernobyl explose. Durant 10 jours, il libère dans l'atmosphère un nuage considéré comme 100 fois plus radioactif que les bombes d'Hiroshima et Nagasaki cumulées. Emportés par les vents, ces panaches toxiques se déplacent vers l'Europe de l'Ouest. Ils vont parcourir 2000 km et atteindre la France dès le 29 avril. Peu à peu, le nuage va recouvrir l'ensemble du territoire et un cocktail de particules radioactives va tomber sur le sol. Le nuage finit par refluer et quitte la France aux alentours du 5 mai. Mais l'est du pays est resté exposé pendant 6 jours. Pourtant, le gouvernement de l'époque affirme que les quantités de radioactivité sont trop faibles pour mettre en danger la santé des Français. Une affirmation que conteste le CRIRAD, un organisme scientifique indépendant créé au lendemain du drame. Depuis 2 ans, ces experts ont entrepris de faire un état des lieux de la France contaminée, car les traces du nuage de Tchernobyl sont toujours mesurables aujourd'hui. Des mesures ont été faites sur plus de 3000 sites à l'aide d'un spectromètre. Cet appareil affiche instantanément le type de particules radioactives présentes dans le sol. En l'occurrence, il s'agit ici de césium-137. Le césium-137, à l'état naturel, n'existe pas. Donc normalement, ici, sans Tchernobyl, nous ne devrions avoir aucune trace de césium-137. Parmi les différentes particules radioactives que le nuage a déposées en 1986, seul le césium-137 est encore décelable, car sa durée de vie est de plusieurs dizaines d'années. Les autres, comme l'iode-131 par exemple, ont disparu. C'est donc à partir des quantités de césium mesurées aujourd'hui que le CRIRAD a pu établir une carte de la France contaminée. C'est dans l'Est, le Sud-Est et la Corse que l'on trouve les taux les plus élevés en césium-137. Ce sont les régions colorées en orange. À l'intérieur de ces régions, les vents, les pluies et le relief ont concentré cette pollution dans des zones bien localisées. Celles-ci sont représentées en rouge. À partir des résultats actuels, il est possible de déduire la radioactivité initiale de 1986. Pour une unité de césium radioactif mesurée en 2001, on trouvait à l'époque une radioactivité totale 15 fois plus importante. Ces valeurs placent la France parmi les pays les plus contaminés d'Europe de l'Ouest. Les valeurs reconstituées de ces dépôts 86 montrent très clairement pour nous que pour l'ensemble de l'Est et du Sud-Est de la France, les normes de radioprotection, les normes internationales ont été dépassées. En 1986, le principal risque pour les populations était de consommer des aliments issus de terres contaminées, comme les légumes, les salades, les champignons, mais aussi les produits laitiers très réceptifs à la radioactivité. À l'époque, des mesures préventives recommandées par la Commission européenne auraient pu être prises. C'est ce que rappelle l'écrivain Jean-Michel Jacquemin. Il y avait quelques précautions très simples à prendre qui n'auraient pas déclenché la panique, c'est-à-dire interdire la consommation de légumes frais, de lait frais, faire rentrer les animaux en package libre pour ne pas qu'ils restent manger de l'herbe contaminée et de là donner du lait et de la viande contaminée, vider les piscines de plein air, tout ce qui a été fait dans les autres pays d'Europe et qui n'a pas été fait chez nous.
Cette étonnante absence de mesures préventives a-t-elle mis en danger la population française? Chantal Loire en est persuadée. Depuis 8 ans, elle est atteinte de la maladie d'Hashimoto, une maladie de la glande thyroïde qui provoque de très graves lésions de cette glande. Pour Chantal, cette maladie est due aux retombées de Tchernobyl. À l'appui de cette thèse, un panier de champignons que lui apporte un jour un de ses voisins. Il les soupçonne d'être radioactifs. Et ce jour-là, pour en avoir le cœur net, Chantal va les passer au compteur Gégère. Il met ses champignons sur la table, je mets le compteur. Et là, au moment où il ouvre le sac, le compteur il a bloqué à 4 mg. Et là, j'ai eu un choc. Je me suis dit, c'est pas possible, Pierre, ces champignons, tu les as pas cherchés ici. Merci. On s'est même engueulé, j'ai dit, tu te fous de ma gueule, tes champignons, tu les as pas pris ici. Et c'était les champignons de son bois qui sont dans une vallée, qui sont dans une combe, donc... Là, ça, pour moi, ça a été un choc, parce que ça voulait dire qu'il y avait eu quelque chose dans le coin. Chantal Loire n'est pas la seule. Dans ce coin du Tarn-et-Garonne, les maladies de la thyroïde sont en augmentation. À l'hôpital d'Agen, le nombre de malades a été multiplié par 4 en 15 ans. Voici comment on diagnostique les lésions de la glande thyroïde. De l'iode est injecté dans le corps de cette patiente, et avec cette caméra spéciale, on regarde comment la thyroïde va fixer cet iode. Et grâce à la caméra à scintillation, on voit la distribution de l'iode à l'intérieur de l'organisme. Dans le cas présent, sur cette image, on peut voir qu'au pôle inférieur d'un lobe, il y a une zone froide, une zone qui ne fixe pas, qui est possiblement un cancer thyroïdien. Tout le problème, c'est que la thyroïde ne fait pas la différence entre iode naturel et iode radioactif. Elle les absorbe de la même manière. Mais lorsqu'il s'agit d'iode radioactif, ces rayonnements attaquent et détruisent les cellules de la glande qui sera abîmée irrémédiablement. Le nuage de Tchernobyl a bien diffusé de l'iode radioactif. Peut-on en conclure qu'il est le seul responsable de cette recrudescence des cancers thyroïdiens ? Les retombées de Tchernobyl ne sont pas un facteur à exclure. En effet, on ne peut pas nier qu'il y ait une augmentation de la radioactivité sur le territoire national. C'est un facteur qui est nouveau, qui n'existait pas avant. Et donc, il faut réfléchir sur l'effet que cela peut faire sur les maladies thyroïdiennes. Mais c'est un facteur parmi d'autres. Ces facteurs peuvent être chimiques, par exemple, et certains produits, comme des dérivés de la dioxine, peuvent modifier le fonctionnement de la thyroïde et induire des maladies de la thyroïde. Le docteur Guillet déplore surtout le manque d'études scientifiques effectuées jusqu'à présent sur la question. Pour les plaignants, le seul espoir réside donc dans le procès à venir. Peut-être contribuera-t-il enfin à lever le voile sur le véritable impact de Tchernobyl en France. Précisons qu'auparavant, 2 actions judiciaires avaient déjà été tentées, mais la Cour de justice de la République avait classé les plaintes, estimant que le dossier déposé ne permettait pas d'établir le lien de causalité entre le passage du nuage et la maladie. Qu'en sera-t-il cette fois-ci ? La catastrophe de Toulouse l'a démontré de manière dramatique. Une usine où l'on manipule les stocks des produits chimiques constitue bien souvent un très grand danger potentiel. Et ce danger persiste bien longtemps après la fermeture de l'usine. Aujourd'hui, en France, beaucoup de maisons sont construites à l'emplacement d'anciennes usines, sur des sols toujours pollués par ces activités. Et pourtant, vous allez le voir, cela peut être très dangereux. Que peut-on faire pour nettoyer ces sols, ces maisons empoisonnées? Enquête de Egal M6. Nos sols conservent les séquelles de plusieurs décennies d'activité industrielle. C'est aujourd'hui un vrai problème de santé publique. La France est concernée par les problèmes de pollution, oui, et par les problèmes de risques environnementaux, oui. Pendant très longtemps, on a eu tendance à considérer que c'était des problèmes qui n'étaient pas très importants. C'est faux. On a répertorié à ce jour 3000 sites pollués. Mais sur les 300 à 400 000 anciens sites industriels du territoire, des dizaines de milliers sont sans doute potentiellement dangereux pour notre santé. Tout le problème, c'est que ces pollutions sont souvent difficiles à détecter. Enfouies, oubliées dans les archives, quand elles ressurgissent, c'est toujours une surprise très désagréable. Nous sommes dans l'Hérault. En achetant cet ancien moulin, Eric ne pensait pas y trouver un terrible poison. Alors voilà, ça c'est de l'arsenic. On sait qu'il faut 1,4 g pour... c'est la dose mortelle pour une personne de 70 kg. Et ce n'est rien comparé à ce qui reste à l'intérieur du bâtiment. Pourtant, lors de sa première visite, Eric remarque à peine ce qui a l'apparence d'une poudre blanche inoffensive. Ça pouvait être de la chaux, du ciment, tout ce qu'on voulait, quoi. Je me suis pas méfié du tout. Et puis c'est vrai que quand on achète une maison, qu'elle soit en bon état ou en mauvais état, on ne s'attend pas forcément à tomber sur un dépôt de poison, de l'arsenic ou des produits comme ça. Il y a ici 2 tonnes d'arsenic, de quoi tuer 1,5 million de personnes.
Les premiers à avoir subi les conséquences de ce poison terrifiant, ce sont les animaux d'Éric. J'ai perdu 4 chiens et un chat. Jusqu'à maintenant, on ne savait pas trop ce que c'était au début. Bon, maintenant, avec la découverte de l'arsenic, maintenant on sait que c'est ça, quoi. Et comme ces animaux, Éric a été contaminé par le poison. Aujourd'hui, son corps contient 40 fois la dose maximum d'arsenic admissible chez un homme. J'ai très peur pour ma santé actuellement, parce que c'est une mort lente, c'est un produit hautement cancérigène. On ne sait pas ce que ça peut mettre en sommeil comme maladie et qui pourrait se déclarer dans 10, voire 15, voire 20 ans, ou peut-être même avant, on ne sait rien. À chaque fois, on nous racontait que l'arsenic dans la région était géologique. Moi, je suis désolé, géologique peut-être, mais géologiquement, ça ne sort pas dans des bidons métalliques. Mais d'où vient donc ce poison? Toute l'histoire commence dans les années 60, lorsque l'usine de traitement d'arsenic de Seille, près de Lodève, est fermée. Une partie des stocks qui s'y trouvent est entreposée dans le moulin d'Éric Vignon, avant d'être dirigée vers un autre lieu de confinement. Mais voilà, oubli ou acte délibéré, 2 tonnes d'arsenic seront oubliées dans le moulin. Selon cet ouvrier qui a souhaité rester anonyme, l'oubli aurait permis aux transporteurs de réaliser des économies substantielles. À l'époque, il conduisait les camions chargés d'arsenic. Le patron de Nîmes, il a dû faire vraiment des bénéfices pour la bonne raison qu'on faisait 2 voyages pour eux. Vous pensez que finalement on a pu, grâce à ce système, éparpiller ces produits toxiques un peu partout dans la région? Oui. Tout ce que je vous dis, moi je l'ai vu de visus. Disons, ça je peux le certifier. Autre surprise, sur le site même de l'usine, Jean-Pierre Hédin, un membre d'une association écologiste, remarque des traces de poison alors que le site est ouvert à tout le monde. Voilà, ici, c'est net. Là, rien ne pousse. C'est un site pollué et depuis 40 ans que cette usine est abandonnée et démolie. Eh bien, quasiment rien n'a été fait. On a emporté les produits, mais tout ce qui est résidu est toujours sur place. Et il y a également des réseaux enterrés qui polluent encore la rivière. Tant qu'une pollution grave n'est pas arrivée, eh bien, on s'arrange, on oublie, on s'arrange avec les pertes de mémoire. Alors la difficulté, c'est de remettre la main sur des documents, des archives qui datent de plus de 40 ans. Il y a eu quelques déménagements au niveau de BRL, il y a eu différents déménagements et chaque fois on sait qu'au niveau des déménagements... Ça vous paraît pas étrange, ça? Non, absolument pas. Une histoire exemplaire car, comme toujours, pleine de zones d'ombre. Chacun essaie d'échapper à sa responsabilité car dépolluer coûte cher. C'est pourtant ce que l'on a décidé de faire à Vernoux-la-Selle, en Seine-et-Marne. Ici, le sol a été pollué par du pétrole, puis par du chlore et du phénol. Résultat, un cocktail complexe, difficile à traiter. Et pourtant, à l'aide d'une technique toute simple, qui consiste à chauffer la terre à 400 degrés dans un grand four, on va nettoyer ici 99% du sol pollué. La méthode est efficace, mais elle n'est appliquée que très rarement, par manque de moyens et de personnel qualifié. Alors parfois, on préfère oublier ce que renferme le sous-sol et on traite le problème en l'enfouissant sous de nouvelles constructions. C'est ainsi que nombre de sites pollués sont aujourd'hui recouverts de lotissements, d'équipements sportifs ou même d'écoles, comme ici celle de Vincennes, construite au-dessus d'une ancienne usine de pellicules photo, sans aucune dépollution. Coïncidence ou conséquence, 5 enfants de cette maternelle ont été victimes de cancers suspects. Pour bien fixer les idées, il y a aujourd'hui 3000 sites pollués identifiés en France et 300 000 anciens sites industriels. Quelle est, parmi ces 300 000 sites, la proportion de sites pollués et donc dangereux? Un recensement est en cours. L'amiante, un produit hautement cancérigène et pourtant employé très largement pendant des années dans la construction. Vous savez qu'on a pris des mesures, que l'on retire l'amiante des endroits les plus dangereux, ce qui coûte d'ailleurs très cher. Mais savez-vous que votre grille-pain ou votre sèche-cheveux peuvent aussi contenir de l'amiante? Est-ce dangereux? Comment s'en débarrasser? Regardez. L'amiante, un matériau bourré de qualité. Il conduit très mal la chaleur, ne brûle pas, c'est un isolant idéal et les volcanologues en savent quelque chose. L'amiante n'a qu'un défaut, ses fibres sont toxiques pour les poumons, provoquant des cancers incurables. Voilà pourquoi, partout où l'on a utilisé de l'amiante, on cherche à s'en débarrasser avec les plus grandes précautions. Ce qui ne veut pas toujours dire l'enlever.
On peut aussi isoler l'amiante derrière une couche de plâtre imperméable. L'important est d'empêcher que l'amiante ne se détache par petits morceaux en poussière qui risqueraient de voler jusqu'à vos poumons. Car une fois les fibres d'amiante arrivées dans vos alvéoles pulmonaires, plus rien ne peut les déloger. Pendant très longtemps, elles vont rester discrètes, mais après 10, 20 et parfois même 30 ans, elles déclenchent de terribles maladies. En dehors du cancer bronchique, il y a surtout le cancer de la plèvre, qui est spécifique, qu'on appelle le mésothéliome pleural. On en a un exemple ici. C'est un patient qui a une cinquantaine d'années, et on voit la plèvre épaissie à ce niveau. Le scanner montre mieux l'aspect de patte de crabe ou engainée en fait de cette plèvre qui empêche le poumon en dessous de respirer. On le voit très bien ici. Et si la durée moyenne de survie d'un mésothéliome est de 13 à 14 mois, on s'aperçoit que certains ont un peu plus de chance. Et dans le cas de ce malade, l'évolution se fait en 30 ou 31 mois actuellement. Il est encore en vie, mais regardez l'évolution. Sur le plan radiologique, c'est évident. Il y a une extension importante du processus. On voit très bien à ce niveau que les malheureuses thérapeutiques que nous avons utilisées se sont révélées relativement inefficaces. Et pourtant, les méfaits de l'amiante sont parfaitement connus et décrits depuis les années 50. Et pourtant, jusqu'en 1988, on a utilisé de l'amiante partout, jusque dans nos appareils électroménagers. Un dossier brûlant dont vient de se saisir le ministère de l'Environnement. Ça représente une quinzaine, vingtaine de catégories d'appareils, mais en appareils potentiellement encore détenus par les ménages, c'est quelques millions. 22 millions de ménages, 5 ou 6 appareils comme un sèche-cheveux, un grille-pain, un lave-linge, eh bien ça fait tout de suite une centaine de millions d'appareils aujourd'hui utilisés par les ménages français susceptibles de contenir de l'amiante. Tous les appareils ménagers de plus de 10 ans peuvent contenir de l'amiante. Du panneau isolant de la porte du lave-vaisselle, au rembourrage du gant de cuisson, en passant par le joint de la porte du four, le revêtement d'un plat de cuisson ou d'un dessous de plat. Également sur la sellette, le rembourrage de la housse de la table à repasser, une pièce du moteur de l'aspirateur, la plaque isolante du grille-pain ou le joint du sèche-cheveux. L'amiante contenue dans ces appareils est-elle dangereuse pour la santé ? Voici un appareil ménager qui, pour les plus anciens modèles, a contenu de l'amiante. En fait, il contenait de l'amiante, c'est un petit joint de quelques grammes, comme celui-ci. Ce joint est à l'intérieur de l'appareil, il n'est pas accessible, donc il ne présente pas de risque pour la personne qui utilise ce sèche-cheveux. Simplement, le risque peut exister si on va démonter l'appareil, si on extrait ce joint, qu'on le triture et qu'on respire les fibres qui pourraient se dégager. Le seul vrai risque existe pour le professionnel qui, à longueur de journée et à longueur de temps, ferait de la réparation de ce type d'appareil en présence d'amiante, mais pas pour le particulier. Pas de danger pour l'utilisateur. D'un point de vue médical, rien ne permet d'affirmer qu'il existe un seuil sous lequel l'amiante serait sans danger pour la santé. Mais au fait, comment savoir si ces fibres sont ou non de l'amiante ? On peut supposer qu'un des gants peut avoir de l'amiante. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas le détecter à l'œil nu, on ne peut pas l'écrire. Il faut absolument que ce soit un laboratoire qui fasse une analyse de la matière pour déterminer si on a bien effectivement un problème de fibre d'amiante ou pas. Mais une analyse, ça coûte cher, alors dans le doute, que faire ? Lorsque cet appareil vient en fin de vie, qu'il est usagé, la précaution la plus simple, c'est de le mettre dans sa poubelle, d'aller l'amener à la déchetterie la plus proche et surtout d'éviter de jouer le bricoleur du dimanche qui irait démonter l'appareil pour tenter de le réparer. Avis aussi aux bricoleurs qui voudraient faire des travaux dans leur pavillon sans aucune précaution. Car l'amiante peut être partout. Faux plafond, panneaux extérieurs, revêtements de murs et canalisations en fibrociment, des produits dont certains sont encore en vente. Je crois que comme le lobby de l'amiante est trop puissant et que depuis 1976, les discours n'ont pas permis de leur faire comprendre qu'il ne fallait utiliser l'amiante qu'à bon escient, il vaut mieux dans ces conditions, utiliser le bâton plutôt que la carotte et interdire formellement l'amiante plutôt que de l'utiliser quand elle est nécessaire, ce qui n'a pas été respecté puisque vous voyez encore des égouts en fibrociment alors qu'on sait pertinemment que le PVC marche aussi bien, n'est pas dangereux et coûte moins cher. Incroyable paradoxe.
D'un côté, on utilise encore de l'amiante. De l'autre, on essaye de s'en débarrasser. Quant à l'amiante dissimulée dans vos cuisines, pour l'instant, rien n'est prévu, alors soyez prudents. Donc, pas de panique. Mais si vous avez un vieil appareil de ce type, mieux vaut ne pas s'amuser à le démonter. Et puis, jetez vos vieux gants de cuisson. Nous avons tous dans la bouche un ou plusieurs plombages que notre dentiste nous a posés il y a parfois des années. Mais savez-vous que ces plombages contiennent tous du mercure, un métal hautement toxique pour notre organisme? Le ministère de la Santé recommande d'éviter la pose de plombages sur les femmes enceintes ou en période d'allaitement. Alors, y a-t-il vraiment un danger? Le mercure a disparu des thermomètres, mais on le trouve toujours dans nos plombages. Pourtant, ce métal, liquide à la température ambiante, est extrêmement toxique pour l'organisme. Les professionnels ne l'utilisent plus sans porter de masque protecteur. Mais il demeure largement employé par les dentistes. En France, chaque année, 16 tonnes de mercure finissent dans nos mâchoires à l'intérieur des plombages. En effet, en dépit de leur nom, les plombages ne contiennent pas de plomb. Ce sont des alliages composés de 35% d'argent, d'un peu d'étain, de cuivre, de zinc, mais surtout de 50% de mercure. C'est sous cette forme que votre dentiste reçoit ces amalgames. À l'intérieur de la gélule, la poudre d'argent, d'étain, de cuivre et de zinc est encapsulée une goutte de mercure. Après 12 secondes dans cet agitateur, le dentiste peut ouvrir la gélule. Le mercure a joué son rôle de liant et on obtient une pâte métallique. Il ne reste plus qu'à la malaxer et à obturer la cavité dentaire laissée par une carie. À raison de 10 plombages et d'1 gramme par plombage, chaque Français possède ainsi en moyenne 10 grammes de mercure dans la bouche. Théoriquement, une fois solidifié dans la dent, le mercure n'en bouge plus. Problème, les dentistes n'en sont plus sûrs aujourd'hui. L'étude, tout simplement, des amalgames au bout d'un certain nombre d'années montre qu'en moyenne, un amalgame au bout de 5 ans a perdu 50% de la quantité de mercure. 50%, c'est énorme, mais les dentistes ne sont pas d'accord entre eux. Pour certains, ce relargage du mercure dans l'organisme est minime. On peut considérer qu'une bouche traitée ne relargue jamais plus de 0,5 microgrammes jour, ce qui est très inférieur aux doses susceptibles de provoquer des réactions toxiques. 0,5 microgrammes par jour. Nous avons voulu vérifier avec l'aide de ce détecteur de vapeur de mercure utilisé dans l'industrie. Les résultats ne sont pas vraiment rassurants. Voilà, nous avons 16 microgrammes de mercure par mètre cube d'air. Deuxième test. Après 10 minutes de mastication d'un chewing-gum, on renouvelle l'opération. C'est là. Voilà, nous avons 276 microgrammes de mercure par mètre cube d'air. Après 10 minutes de mastication, vous étiez à 16 microgrammes de mercure par mètre cube d'air. La quantité de mercure libérée est carrément multipliée par 17. Les possesseurs de plombage doivent-ils s'inquiéter ? Les patients ne sont pas égaux vis-à-vis de la pollution par l'intoxication mercurielle. Et la question de dose va être variable d'un individu à l'autre. Pour certains, il n'y a pas besoin d'avoir de dose très importante pour développer une pathologie. Sachons déjà que l'OMS, pour l'eau potable, accepte 1 microgramme par litre et que dans la salive, on peut trouver des quantités bien plus importantes. Et que pour les industries, on considère qu'au-delà de 25 microgrammes par mètre cube d'air, il faut évacuer les locaux. Que devient ce mercure? 20% se dissolvent dans la salive et seront éliminés par l'urine. Mais 80% vont passer sous forme de vapeur dans les poumons, puis dans le sang, jusqu'au cerveau où ils vont s'accumuler. Le mercure va donc toucher plusieurs organes. Au niveau de la bouche, on va observer des gingivites. Au niveau de l'intestin, des colites. Au niveau des reins, ce seront des insuffisances rénales. Mais l'organe le plus touché va être le cerveau et aussi, bien entendu, certains nerfs. Insomnie, migraine, fatigue chronique, mais aussi troubles digestifs peuvent être les symptômes d'une intoxication au mercure. Le système immunitaire est particulièrement sensible à l'action des sels de mercure et des travaux récents ont montré que dans certaines circonstances, certains dérivés du mercure étaient capables de déclencher des cancers.
les dentistes seraient les premiers exposés. Selon une étude suédoise, on compte chez eux 2 à 3 fois plus de tumeurs cérébrales que dans le reste de la population. C'est pourquoi ils doivent se protéger pour retirer un amalgame au mercure, une opération très délicate. Il faut d'abord isoler la dent à traiter grâce à ce film en plastique. Les poumons de la patiente sont protégés par un masque. Quant au dentiste et à son assistante, c'est la tenue de guerre, gants et visière en plexiglas. Faut-il alors retirer tous ces amalgames? Les études médicales manquent encore pour évaluer la hauteur des risques encourus par les porteurs de plombage. En attendant, pas de panique, surtout si vous êtes en pleine santé. Mais n'hésitez pas, avant d'en faire poser de nouveau, à demander conseil à votre dentiste. Y a-t-il des alternatives aux amalgames à base de mercure? Oui, mais ils ont chacun leurs inconvénients. Les résines de couleur blanche peuvent créer des allergies et les inlays en or sont très résistants, mais ils coûtent beaucoup plus cher. La cigarette est dangereuse pour la santé, et nous vous l'avons souvent expliqué dans E=M6. Mais est-elle également nocive pour l'entourage du fumeur? Il y a eu beaucoup de controverses sur ce sujet, mais aujourd'hui, les scientifiques ont enfin une idée claire de la question, et elle n'est pas vraiment rassurante. Chaque année, le tabac tue 60 000 personnes, soit 7 fois plus que les accidents de la route. Parmi ces victimes, il y a aussi des non-fumeurs, qui se sont intoxiqués avec les cigarettes des fumeurs. Car on le sait aujourd'hui, respirer la fumée des autres, c'est un peu fumer soi-même. Lorsque l'on est exposé à la fumée des autres, soit chez soi, à la maison, soit au travail, ce qui sont les deux conditions essentielles, cela correspond environ à 1 à 2 cigarettes que l'on fumerait activement. Donc on peut dire que le tabagisme environnemental, le tabagisme des autres, cela correspond à une petite dose de tabagisme fumé activement. Petit rappel des composants de la fumée de cigarette nocifs pour notre santé. D'abord, la nicotine. Elle ne présente pas de danger physique pour la santé, mais c'est un véritable poison pour le système nerveux qu'elle rend dépendant au tabac. Ensuite, les goudrons, résidus de la combustion du papier et du tabac. Ils provoquent des cancers de la gorge et des poumons. Enfin, le monoxyde de carbone. Il favorise l'apparition de maladies cardiovasculaires car en prenant la place de l'oxygène dans le sang, il oblige le cœur à pomper plus vite. Pour toutes les personnes exposées à la fumée de cigarette, fumeurs ou non, ces risques de maladies mortelles existent bel et bien. Le risque de cancer du poumon chez un sujet non-fumeur exposé au tabagisme des autres est augmenté de 30%. Il y a également le risque cardiaque et vasculaire. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'angine de poitrine, d'infarctus du myocarde, d'artérite des membres inférieurs, d'accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire de paralysie, d'hémiplégie. Et ce risque est également augmenté de 30%. 30% de risque en plus. Un chiffre impressionnant à relativiser tout de même. Car pour les vrais fumeurs, le risque de cancer du poumon augmente de 2000%. C'est pour protéger les non-fumeurs des dangers du tabac que la loi E20 a instauré comme principe que tout lieu public est non-fumeur. Malheureusement, cette loi est rarement bien appliquée, notamment dans les gares et les aéroports. Dans les restaurants, quand c'est possible, on a plutôt tendance à isoler les non-fumeurs plutôt que de créer un espace pour les fumeurs comme le voudrait la loi E20. Seules quelques entreprises parviennent à séparer correctement les fumeurs des non-fumeurs afin que la cigarette des uns ne nuise pas à la santé des autres. Les enfants, eux aussi, respirent trop souvent la fumée de cigarette de leurs parents. Maxime a 3 ans. Il tousse et crache de manière chronique. À part un problème d'asthme, les médecins n'ont pas trouvé d'autre cause à sa maladie que le tabagisme de sa mère, un cas malheureusement classique. Ce sont des enfants qui ont des infections à répétition au niveau, alors ce qu'on appelle les voies aériennes supérieures, c'est-à-dire toute la sphère ORL, les tympans, le nez, la gorge, et au niveau des bronches. Donc la toux chronique, les bronchiolites, les otites à répétition, les angines, les rhumes, rhinopharyngite à répétition. Pour résoudre les problèmes respiratoires de Maxime, sa mère a finalement réduit sa consommation de cigarettes qui pouvait atteindre 2 paquets par jour. D'accord. Vous fumez combien à peu près par jour? 7 à 8 cigarettes par jour, mais bon, j'évite de fumer dans la pièce. Bon, on ouvre le balcon, mais bon, quand il y a du monde, c'est pas toujours évident. Et le balcon donne sur le séjour? Oui, mais enfin non, ça donne sur l'extérieur. D'accord. Et bon, toutes les nuits, moi j'ouvre tout, le matin tout est ouvert, j'aère un maximum.
Désormais, Maxime va mieux. Mais il reste en permanence sous antibiotiques et doit faire tous les 2 jours une séance de kiné respiratoire pour dégager ses bronches. Un traitement contraignant pour un petit garçon de son âge. Lorsqu'on a un enfant, il vaut mieux arrêter de fumer. Si on peut absolument pas, en fait, moi je déconseille fortement aux parents de fumer dans la maison ou dans l'appartement, même dans une pièce où l'enfant n'est pas présent, parce que la fumée de cigarette se dépose un petit peu partout sur les tentures, les fauteuils, les rideaux, et lorsque l'enfant revient dans cette pièce, la mobilisation en fait de l'air va faire qu'il va inhaler la fumée qui s'est déjà déposée dans la pièce. Dernière victime, les bébés dans le ventre de leur mère. En France, une femme enceinte sur 3 continue de fumer pendant sa grossesse. Le premier danger pour les bébés, c'est d'abord de ne pas exister, puisque les femmes qui fument augmentent et en gros multiplient par 2 le risque de fausse couche. Deuxièmement, et les 2 risques essentiels pour les bébés, c'est de naître prématurément ou d'avoir un développement fœtal diminué. En effet, c'est le sang de la mère, via l'artère ombilicale, qui nourrit le fœtus. Pendant la prise de tabac, ce sang, pauvre en oxygène, riche en oxyde de carbone, va contrarier le développement du bébé. Consciente de ces risques, Laetitia, enceinte de 4 mois et demi, a cessé de fumer dès qu'elle a su qu'elle attendait un bébé. Alors, je fumais plus de 15 cigarettes par jour. Et la motivation d'avoir arrêté de fumer, c'est d'être enceinte, d'avoir un bébé, une vie dans le corps déjà, c'est ce qui est très émouvant. Et aussi avoir un beau bébé en bonne santé, c'est ce qui m'a apporté le plus. Et aussi pour moi aussi, une bonne solution de pouvoir se débarrasser de la cigarette. Cancer du poumon, maladie cardiovasculaire, problèmes respiratoires à répétition ou prématurité, respirer la fumée des autres est donc vraiment nocif. Une bonne raison pour les non-fumeurs de faire respecter leur air pur. Donc si vous ne fumez pas, faites respecter votre droit à ne plus être enfumé. Il y a pour cela désormais des arguments solides. Voilà, maintenant que vous en savez plus sur ces différentes pollutions, saurez-vous répondre aux questions de notre quiz. À très bientôt.